Europe 1. Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonem Mabrouk, est député MoDem et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. 48 heures après la mutinerie avortée du patron de Wagner, un premier signe ce matin avec l'apparition publique du ministre de la Défense, Shoïgu, à la télévision russe. Alors, Shoïgu, dont Prigojine réclamait la tête, ce n'est pas arrivé. Que montre Poutine, selon vous, Jean-Louis Bourlange, par cette première action, cette première apparition ce matin? Écoutez, c'est très difficile de parler de choses qu'on ne connaît pas vraiment. Samedi, on a eu cette annonce surprise par l'intermédiaire du président de la Bélarus qu'il y avait une sorte d'accord. On ne sait absolument pas quels étaient les termes de cet accord. Est-ce que c'était une négociation équilibrée? Plus on avance dans l'information, plus on a le sentiment que c'était une reddition pure et simple de Prigojine et une reprise en main par Poutine, sans doute parce que Prigojine avait espéré avoir, soit dans l'armée, soit dans les services de sécurité, le FSB, soit dans d'autres catégories, les Tchétchènes, des appuis contre Poutine qui ne se sont pas manifestés. Ou alors on peut même penser que sa réaction était une réaction très superficielle due aux vexations, voire au bombardement qu'avaient subi ses troupes. Et là, il s'est retrouvé face à Moscou, et je pense que Poutine, mais je n'ai aucune information, lui a dit maintenant, c'est fini la comédie, l'exil, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Je ferai rien contre tes troupes, mais évidemment, je vais continuer, parce que c'était commencé antérieurement, la reprise en main de cette milice. Sachant que ce que j'ai découvert, comme beaucoup, c'est qu'il y avait énormément de milices au-delà de Wagner, et que le système militaire russe est une espèce de constellation d'une armée corrompue, entourée d'une flopée de seigneurs de la guerre, qui dispose de milices privées, ce qui en dit quand même long sur l'état de déliquescence de la Fédération de Russie. Nous allons en parler de cet état de déliquescence, comme vous dites. Et Monsieur Bourlange, vous avez été l'un des seuls, sinon l'un des premiers, à souligner quelque chose qui n'a pas été beaucoup mis en avant et qui semble quand même essentiel. C'est ce que dit Prigojine. Il l'a dit dernièrement et il le dit depuis des mois. Il veut en réalité arrêter cette guerre. Il y allait contre le narratif de Vladimir Poutine, notamment sur la guerre, sur la menace nazie, supposée évidemment en Ukraine. Est-ce que vous diriez même qu'il épouse presque le discours occidental? Oui, absolument. Prigojine. Il avait, dans le passé, au cours des semaines précédentes, il avait souligné l'ampleur des sacrifices consentis par la jeunesse russe, le massacre de ces jeunes gens, l'irresponsabilité des généraux, leur degré de corruption, la façon dont les offensive était menée en dépit du bon sens, et là il a franchi, et c'était quand même très intéressant. Je ne sais pas du tout si ça a pénétré, parce que je ne sais pas du tout comment les Russes captent ce qu'ils captent et ce qu'ils ne captent pas sur les réseaux ou ailleurs, mais il a carrément collé au narratif occidental. C'est-à-dire qu'il a dit que l'Ukraine, il n'y avait pas d'agression contre la Russie de l'OTAN, qu'il n'y avait pas de menace nazie, de révolution nazie en Ukraine, et que la seule, et ça c'est quand même très lourd comme accusation, que la seule raison de cette guerre, c'est l'appétit, la cupidité des militaires et l'administration militaire et politico-militaire russe qui voulaient en profiter pour augmenter ses gains. Alors ça, c'est quand même une inversion totale. C'est vraiment le discours le plus radicalement occidental qui ait jamais été prononcé, et il est prononcé par quelqu'un qui parle avec cette sensibilité populiste, agressive, violente, etc., propre aux Russes. Donc c'était ça le phénomène le plus insolite dans ces événements, tous insolites. Et la question, mais nous n'avons pas la réponse, Jean-Louis Bourlange, c'est de savoir comment c'est perçu, comment cela a infusé dans la société russe, parce qu'il est vrai qu'avec nos lunettes occidentales, on peut avoir été surpris de voir les Russes, notamment à Moscou, il y avait une forme
de passivité, en tout cas de tranquillité peut-être apparente qui peut nous surprendre. C'est-à-dire que pendant cette incroyable folle journée de samedi, ils sont pour beaucoup restés assez calmes. Il n'y a pas eu de mobilisation de la part de Poutine. Le discours, c'est intéressant de comparer par exemple le discours de Vladimir Poutine et le discours du général de Gaulle au moment du putsch des militaires. De Gaulle fait d'abord une analyse précise, sociologique de ce qu'est le putschisme. Ce groupe a une apparence, des vieux généraux, une réalité, des jeunes officiers très dangereux, etc. Et ensuite il dit, je demande que tous les moyens, je dis bien tous les moyens, soient mis en œuvre pour leur barrer la route en attendant de les réduire. Et la mobilisation se fait à Paris, partout. Là, Poutine, on voit bien que là, c'est une lutte à guichet fermé entre des seigneurs de la guerre, un grand seigneur de la guerre qui a l'État russe, qui est Poutine, et des petits seigneurs, et un petit seigneur de la guerre qui est sorti de ses cuisines pour fonder Wagner, et surtout, laissons le peuple en dehors de ça. Mais alors le peuple russe, qui est évidemment toujours flatté, et qui a été flatté par Poutine dans son nationalisme, en même temps ne peut pas mesurer l'ampleur des sacrifices qui lui sont demandés. Prigojine le rappelle, les morts sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit, et l'inutilité profonde est là. Moi je crois quand même qu'il doit y avoir un scepticisme très profond au sein du peuple russe. Il y a d'abord les oligarques qui ont tout de suite compris que c'était pas bon pour le business de cette opération et qui sont amenés donc à sauter de leur balcon ou à se noyer dans des conditions mystérieuses à une cadence qui est nettement... Il y a une surmortalité de l'oligarque russe depuis quelques mois. Les mercenaires, Prigojine, ses troupes sont très populaires. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Populaire, et l'armée... C'était incroyable d'ailleurs, Jean-Louis Bourlanges, ces applaudissements, troupes très populaires, oui, mais dont l'action, les exactions sont connues et sues de tous. Non, mais les Russes ne sont pas, contraires à la violence. Hein, ça, le peuple russe a toujours été très violent, il l'est, etc. Mais en revanche, Prigojine était un combattant qui était au front, il était avec ses troupes, il s'occupait de ses troupes, alors qu'il faut bien voir que tout ce qu'on dit sur la misère des conscrits russes, qui sont là sans relève, très mal alimentés, très mal équipés, qui n'ont vraiment que le pillage pour se distraire. Ben, tout ça est une armée abominable. Effectivement, ça ressemble à ce qu'il y avait de pire à la fin de l'armée tsariste, c'est-à-dire une armée de moujiks commandée par des officiers qui se fichaient complètement de leurs hommes. Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, ce matin sur Europe 1, il y a quelques instants, vous avez prononcé le mot de déliquescence de l'État russe. Mais est-ce que les Occidentaux ont intérêt à avoir une Russie désorganisée, un État déliquescent avec quand même un pays qui a l'arme nucléaire? Est-ce que c'est notre intérêt? Non, pas du tout. Ça n'a jamais été notre choix non plus. Ah. Je ne sais pas compris comment un certain nombre de très grands esprits comme Hubert Védrine semblaient dire que nous n'avions pas fait les gestes qu'il fallait. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne qui, de ce point de vue, nous représentait tous. L'Allemagne s'était complètement tournée vers la Russie. Elle estimait qu'elle pouvait apporter de la prospérité, du commerce. En échange, on avait effectivement de l'énergie. Le destin normal aurait été une Russie s'orientant progressivement vers une sorte de semi-démocratie et vers le progrès économique. Et le choix inverse a été fait. Et c'est Kissinger qui a raison quand il dit, quand il s'inquiète de l'immense catastrophe que représenterait cette gigantesque Yougoslavie. Parce que c'est un peu le modèle yougoslave étendu à je ne sais combien de fuseaux horaires. Monsieur Bourlanges, c'est à qui de décider finalement de l'avenir russe? On a entendu certains responsables politiques, je l'entendais sur le service public hier avec Raphaël Glucksmann, affirmant qu'il fallait presque changer ce régime. Est-ce que c'est aux Occidentaux véritablement de fantasmer peut-être un changement? Je crois que chacun désire, ne serait-ce que par amitié pour le peuple russe, que le régime soit différent, qu'il soit à peu près honnête. C'est une kleptocratie violente, hein, le régime russe. Mais alors ceux qui pensent que nous allons avec soit des bons sentiments, soit des armes, arriver en Russie et dicter un autre destin au peuple russe, je crois, sont vraiment téméraires. Les Américains ont essayé de faire ça sous toutes les latitudes depuis 50 ans. En dépit de leur puissance, ils ont toujours échoué. Nous avons essayé de faire ça
en Libye, par exemple. C'est un petit pays, la Libye. Ben, on s'est quand même planté dans les grandes largeurs. On a essayé de faire ça. Là, on a carrément essayé de voler au secours du Mali. Ça n'a pas tardé à se voir attribuer. Nous nous sommes vus attribuer une réputation de néocolonialiste, etc. Donc, nous sommes dans un monde où le destin des Russes appartient aux Russes, mais nous devons effectivement souhaiter qu'il évolue. Je pense, cela dit, que les jours de M. Poutine sont relativement comptés. Il semble bien que la Russie est un peuple fier, les Russes sont un peuple fier, et l'humiliation qui a été subie, non seulement samedi dernier, mais d'une façon générale depuis le déclenchement de la guerre, ne pourra pas être éternellement sans conséquences. Si ces jours sont comptés, peut-être ces mois, moins, bien sûr. Mais alors, quelle peut être la réaction, voire la surréaction d'un animal blessé? Parce que qui peut croire qu'après avoir été ainsi humilié, Poutine va continuer à faire preuve de mansuétude à l'égard notamment d'un Prigojine ou d'autres autour de lui qui pourraient le menacer? Qui peut le croire? J'ai pas l'impression que Prigojine bénéficiera d'une grande aménité de la part du président russe. Mais il y a la question de l'humiliation qui avait été posée à plusieurs reprises, notamment par Emmanuel Macron. Il ne faut pas humilier Poutine. Je crois que de toute façon, Poutine est humilié par lui-même. Il est humilié par Shoigu, il est humilié par l'échec de son armée. Mais je pense que l'avantage, quel que soit le successeur, et là, le successeur, c'est toujours lui, si je puis dire, mais l'avantage, c'est que le successeur n'aura pas à porter la responsabilité de cela. Ce qui est grave avec Poutine, c'est que c'est le déni de réalité. C'est que face à l'échec, il peut y avoir la tentation de surenchérir. Et je pense que c'est là où l'ensemble à l'intérieur de la Russie ou sur le front ukrainien? C'est ça surenchérir de deux manières. Un coup d'État qui manque, c'est un tour de vis supplémentaire. Hein, c'est comme ça partout. Ça a été comme ça en Turquie il y a quelques années. Ça a été comme ça avec le 20 juillet 1944, après l'attentat contre Hitler. C'est toujours ça. Il va y avoir un tour de vis. C'est pour ça que les Russes vont pas rigoler, hélas. Mais au-delà de ça, alors ce qu'il va faire militairement, moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre est à peu près contenue, que je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque nucléaire. Mais même si ce risque est ténu, comme les conséquences en sont immenses, on ne peut pas le négliger. Je pense que ça serait quand même mieux d'avoir en face de nous un dirigeant qui dit « Écoutez, moi, je ne suis pas responsable de cette guerre, on va essayer de s'en tirer au mieux pour tout le monde ». Jean-Luc Bourlange, on va conclure sur peut-être une leçon, déjà avec un peu de recul ce matin, à retenir, parce qu'il est vrai que ce fut une folle journée samedi avec un emballement, parfois médiatique, des experts, etc. Certains ont vu presque et ont parié sur la chute de Poutine. Ce n'est pas le cas, mais ce qui a frappé beaucoup aussi des auditeurs, des téléspectateurs, plus largement des Français, c'est la nervosité affichée lors de son discours par Poutine. C'est le dispositif de défense déployé à la hâte face à l'avancée de Wagner. C'est-à-dire qu'on a vu quelqu'un autoritaire qui représentait malgré tout la force et on a vu en quelques heures presque un château de cartes s'effondrer. Comment vous l'expliquez? Il ne s'est pas effondré. Au bout du compte, le char de Prigojine s'est transformé en citrouille, si je puis dire. C'est comme qu'on a fait. Et puis, la grande différence aussi entre Prigojine, par exemple, et un véritable héros comme Zelensky, c'est que Prigojine, lui, il a pris le taxi. Hein, vous vous souvenez que Zelensky avait dit « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes pour me défendre ». Lui, à un moment, il a dit, et il a fait cette déclaration absurde, conformément au plan. Alors si le plan, après être sorti de sa caserne, était d'y rentrer, c'est un drôle de plan. Mais c'est vrai que la communication de Poutine le matin est très très étrange, et là, il y a une fragilité. Donc, il me semble que Poutine a à la fois perdu la face et gagné la partie. Provisoirement, mais il l'a gagné réellement, et on verra, il y aura certainement une deuxième manche qui ne se jouera peut-être pas, qui ne jouera certainement pas avec Prigojine, bien qu'on n'ait pas encore mesuré toutes les conséquences, notamment en Afrique, de cette mise au pas de Wagner par l'armée régulière, qui est une armée qui est absolument impropre à recréer une dynamique, une mobilisation, un enthousiasme de défense nationale. Donc on est quand même dans un régime qui n'est pas mort du tout, mais qui est vraiment privé en profondeur du ressort et de la légitimité.
Et les conséquences sont encore à venir de cette incroyable onde de choc. Merci Jean-Louis Bourlange d'en avoir parlé avec nous ce matin sur Europe 1. Merci. Et bonne journée à vous, à nos auditeurs, bien sûr. Merci.